va parler d'objets paresseux, de lazy object, c'est plutôt le terme que vous avez l'habitude d'entendre. Vous avez tout là? Ouais, c'est ça, on est prêt. Il y a un peu de code, on va commencer doucement, puis après je vais essayer de monter un petit peu dans les concepts pour vous expliquer tout ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lazy, paresseux? C'est une stratégie pour ne rien faire tant qu'on n'en a pas vraiment besoin. Par exemple, soumettre un talk et faire les slides la veille. Voilà, donc pourquoi on fait ça? On fait ça parce que ça a un intérêt en termes de performance. On peut faire autre chose pendant ce temps-là et ne pas se soucier, en termes de temps et de mémoire, de consommer des ressources qui sont peut-être pas nécessaires. Par exemple, on peut relire des pull requests pendant ce temps-là ou faire des bug fixes à la place de ces slides. Donc ça marche pour le temps, pour la mémoire. Ça, c'est une stratégie qui va fonctionner assez bien si vous avez l'exemple typique, c'est un mailer que vous injectez dans une classe à vous, mais cette classe, elle n'envoie pas toujours des mails. Le mailer, il est peut-être lourd à charger, à instancier plutôt, et donc du coup, tant qu'il n'y a pas vraiment besoin d'envoyer un mail, ça ne sert à rien d'instancier le mailer. Donc on récupère un objet qui est paresseux, donc il n'est pas rempli, il est vide, mais par contre, il sait comment s'initialiser si jamais vous l'utilisez. Donc c'est parfait comme stratégie pour tout ce qui est requête-réponse courte, avec mémoire courte, PHP quoi. Si vous avez un truc en Java, vous pouvez tout instancier, passer un temps incroyable à démarrer votre servlet et ce genre de bidule, parce que, de toute façon, après à l'exécution, tout est prêt et vous pouvez les utiliser. Ce concept de laziness est moins intéressant. En PHP, où on oublie tout, et il faut tout reconstruire, ben, il n'y a pas besoin. Enfin, la stratégie lazy loading va être assez adaptée. Le mécanisme de base en PHP pour faire du lazy loading, c'est l'autoloading. L'autoloading, c'est du lazy loading appliqué au chargement du code. On ne charge pas le code dont on n'a pas vraiment besoin pour traiter la requête courante. Plus technique, le lazy loading, c'est aussi une stratégie pour résoudre les références circulaires. Si vous avez un objet A qui a besoin d'un objet B, et un objet B qui a besoin d'un objet A, du même objet, on a un problème. Comment vous appelez le constructeur de A en lui passant B et le constructeur de B en lui passant A? Vous ne pouvez pas créer un objet comme ça normalement. En fait, c'est possible. C'est possible avec une stratégie de lazy loading. Il y en a un des deux que vous rendez lazy. Autrement dit, vous n'appelez pas son constructeur maintenant, vous l'appellerez plus tard si besoin. Vous créez cet objet-là, donc on n'a pas appelé le constructeur, donc on n'a pas encore eu besoin de B. Et puis vous créez un objet B, vous lui passez cet objet A. Et on a résolu la référence circulaire. Et donc ça, c'est quelque chose, vous l'utilisez sûrement déjà. Dans les applications non triviales, ça arrive assez rapidement d'avoir des références circulaires. Et les objets lazy vont permettre de casser ces cycles. Et donc d'instancier des graphes non triviaux. Et puis il y a un autre bénéfice qui est un corollaire de la laziness, c'est que un objet paresseux, donc, il commence vide et il sait comment s'instancier. Donc, on a une espèce de factory ou d'initialiseur qui est quelque part prêt à être déclenché. Et puis, on a aussi cette infrastructure de code qui permet de détecter initialise-toi maintenant parce que j'ai besoin que tu t'initialises, etc. Et donc, on est tout prêt d'avoir des objets qui peuvent se reset. Il suffit de rajouter un truc en plus, c'est le fait de pouvoir désinitialiser un objet. D'accord? Donc, toute l'infrastructure qui est là, il n'y a rien à faire quasiment pour reset un objet. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on utilise dans Doctrine. Je vais vous en parler sûrement un peu plus tard, je reviendrai dessus, mais l'exemple type, c'est un process batch qui va traiter beaucoup de messages. Et puis Doctrine, à un moment, il y a un message, ça va échouer. Du coup, vous allez avoir une exception. Dans l'unit of work, Doctrine va se retrouver dans un état closed. Et si vous essayez d'utiliser Doctrine après, vous avez l'exception The Entity Manager is closed. Vous connaissez? Qui connaît cette exception? OK. Et là, vous êtes bien emmerdé. Donc, il se trouve que dans un Worker Messenger, typiquement, on peut réutiliser Doctrine sans avoir à éteindre le process pour le redémarrer. Parce qu'on peut reset Doctrine, parce qu'il se trouve que l'Entity Manager, on l'a rendu lazy, et que donc, on utilise cette feature pour lui effacer son unit of work, donc tout son état, et repartir de zéro. Voilà, c'est ça le use case.
Alors, avant de parler vraiment des implémentations, je vais vous parler des stratégies de lazy loading. Là, c'est quelque chose, on est dans le domaine de la programmation orientée objet, architecture logicielle, ce genre de choses. Martin Fowler nous a écrit un livre, j'ai pas l'année, mais sûrement avant que pas mal d'entre nous soient nés, où il explique qu'il y a 4 types de stratégies, il y a 4 stratégies pour faire de la laziness en OOP. Donc je vais vous les détailler un petit peu avec des exemples de code. Vous verrez, c'est facile au début, et puis après, les implémentations, c'est là qu'il y a la complexité, c'est toujours comme ça. Alors, l'initialisation paresseuse. On vérifie qu'une propriété, qu'une valeur marqueur, a ou non un type attendu, et en fonction du type, on va être capable de dire ce type veut dire je ne suis pas initialisé ou je suis initialisé. Null en PHP, c'est ce qu'on utilise comme valeur marqueur. Le code, c'est quelque chose comme ça. On appelle getData. GetData, on ne sait pas ce que ça fait en interne. Moi, je vous le montre ici, ce que ça fait en interne. Ça dit, si la propriété data est nulle, on appelle une autre méthode qui, elle, va faire le job. Et puis, si data n'est pas null, autrement dit, si c'est la deuxième fois qu'on appelle cette méthode, eh ben, on retourne data directement. Parce qu'il n'est pas null, on n'a pas besoin d'appeler le code lourd. D'accord? Donc ça, c'est trivial. Ça permet de n'appeler doGetData que s'il y en a vraiment besoin. Et en particulier, voilà, donc ça, facile. Je pense que vous utilisez ce genre de code ou ce genre de stratégie quand vous en avez besoin. Et évidemment, ça vous impose d'avoir connaissance du concept de laziness. Ici, le code est écrit d'une façon particulière, et donc le concept de laziness a fait partie de la conception. On n'a pas découplé du concept, ça fait partie du domaine qu'on traite. Les value holders, c'est d'utiliser une méthode qui est explicitement faite pour n'être appelée que si on en a vraiment besoin. Contrairement à l'étape précédente, à l'exemple précédent, ou à lazy initialisation, on va se pointer du point de vue de l'extérieur. Cette fois-ci, on est à l'extérieur d'un objet et on ne va l'appeler, ne consommer ces méthodes que s'il y en a vraiment besoin. C'est assez basique aussi, ça peut paraître trivial. J'ai plusieurs exemples un petit peu compliqués pour rien. Ici, par exemple, j'ai un constructeur, donc j'utilise un type marqueur ici. C'est soit une chaîne de caractères, soit une closure. La chaîne de caractères, c'est ce qui est lourd à calculer. La closure, c'est ce qui sait calculer quand on a vraiment besoin. Et donc l'implémentation va être quelque chose du style, tiens, donne-moi la valeur. Si c'est une closure, tu m'appelles la closure et la valeur de retour, ça va être ma valeur post-laziness. Et voilà. Donc là, on a les deux stratégies. Hein. Du point de vue à l'intérieur, on a le lazy initialisation avec le type qui nous permet de dire ce que c'est, si on est en mode lazy ou pas, donc si on est initialisé ou pas. Et à l'extérieur, on appelle getValue que quand on a besoin d'utiliser getValue. Il y a un autre value holder dans cet exemple, qui est la closure elle-même. La closure, elle a une méthode qui s'appelle invoke. C'est un objet qui a une méthode qui s'appelle invoke, qui est implicite, parce que les closures, on veut les appeler sans explicitement appeler invoke. Mais la closure, cette méthode invoke, c'est aussi le value holder en elle-même. Enfin, cette méthode joue ce rôle de l'API sur la laziness. Alors, des exemples peut-être plus concrets, moins tirés par les cheveux, moins abstraits. Dans Symfony, vous pouvez utiliser ces stratégies, par exemple, avec un locator. Ici, donc un container aussi, c'est la même chose. On a une classe, cette classe va demander, par exemple, un locateur de workflow. Donc, c'est une classe qui va manipuler plusieurs workflows, identifiés par un petit nom. Et vous voyez ici, getWorkflow, le name, l'implémentation, c'est de déléguer à un container l'instanciation, la récupération de l'instance de notre workflow. Ici, le container va jouer le rôle du value holder, parce que son implémentation, évidemment, peut, rien ne le dit dans le contrat ici, mais peut être lazy. On peut n'instancier le workflow Toto qu'au moment où on le demande. Et tous les services locateurs dignes de ce nom fonctionnent de cette façon-là. C'est comme ça qu'on obtient pas mal de laziness dans Symfony. Il y a pas mal de services qui injectent, qui acceptent un container au constructeur pour justement n'avoir à créer ces services que s'il y en a vraiment besoin plus tard dans la logique du code.
L'attribut AutoWire Locator vous permet à vous, quand on est en Symfony en tout cas, de faire très facilement, de créer très simplement ces containers. Donc ici, on va dire à Symfony, donne-moi tous les services qui ont le tag workflow, fais-moi un container avec ce truc, cette collection, et indexe-les-moi par nom, l'attribut associé au tag. D'accord? Ça marche aussi avec les itérateurs, évidemment, c'est juste une autre façon de consommer une liste de choses. Donc là, AutoWire Iterator va prendre tous les workflows disponibles dans la définition des services Symfony, donc tous les services qui ont le tag workflow, et ensuite vous pourrez les consommer avec un for each, et puis à chaque itération, on va yielder le workflow suivant et on va l'instancier à ce moment-là. C'est OK? Alors, de la même façon que pour l'initialisation paresseuse de tout à l'heure, ici, on a aussi une implémentation qui connaît le concept de laziness. On injecte un container parce qu'on veut accéder à ces dépendances de façon conditionnelle. On itère parce qu'on veut gérer chaque itération indépendamment les unes des autres. D'accord? Donc ça marche bien pour ces cas. Ensuite, les virtual proxy. Les virtual proxy, ça c'est la troisième stratégie de Martin Fowler. Et là, ça dit, on va utiliser un objet, mais qui ne sera pas le vrai objet. On va passer à un objet qui aura la même interface que le vrai objet, typiquement notre mailer, qui est notre vrai objet. Et bien on va, à nos dépendances, on ne va pas leur passer le vrai mailer, on va leur passer un décorateur de mailer, un proxy, qui aura la même interface, et en interne, son implémentation consistera à gérer la laziness, à ne créer le vrai mailer qu'au moment où il y en a vraiment besoin. Donc l'implémentation ici, mes exemples, ça sera sur un Entity Manager. On a une méthode find, par hasard, par classe, par ID. Vous reconnaissez un tout petit peu un bout de l'API Doctrine, évidemment. Et mon proxy pourrait ressembler à ça. Je crée une classe qui étend ma classe Entity Manager. Et dedans, je crée une propriété qui est mon vrai, qui va storer mon vrai Entity Manager. Je vais avoir un petit booléen qui va m'aider à savoir s'il est initialisé ou pas. Le constructeur, je vais lui passer une closure. Son job, ça sera d'initialiser le vrai Entity Manager quand il y en a besoin. Et puis c'est parti, l'implémentation dans Find, on fait quoi? On dit si c'est pas initialisé, j'appelle l'initialiseur, dont le job c'est de créer l'instance réelle de l'Entity Manager. Et ensuite, on transfère l'appel à la méthode Find sur le vrai Entity Manager. OK pour tout le monde? Alors l'intérêt de cette stratégie des proxys, c'est que ça marche aussi avec les classes finales, et ça marche par interface. On n'est pas obligé d'utiliser l'héritage. Ici, vous voyez, j'ai remplacé le extends Entity Manager par implements Entity Manager interface, et derrière, tout est pareil. On a juste changé le type de la propriété, parce que maintenant, on peut être plus générique. Alors, petit récap sur les proxys virtuels. Cette fois-ci, personne n'est au courant. Celui ou celle qui a écrit l'Entity Manager, le vrai, l'implémentation, il n'a pas eu à gérer le concept de laziness. La classe, elle est en ligne droite sans des codes, des if supplémentaires pour ce concept-là. Ça marche avec les classes finales. Merci les interfaces, quand il y en a. S'il n'y en a pas, il faut en rajouter, évidemment. Par contre, ça a un gros défaut pour être une solution universelle, générique et terminée. C'est que ça ne marche pas avec les API Fluent. Une API Fluent, c'est une API qui return this. Pourquoi ça ne marche pas? Si vous avez le vrai Entity Manager qui à un moment fait return this, votre proxy, il va transférer sur la méthode find, par exemple. Bon, à part que ça ne marche pas trop, mais sur une des méthodes qui return this, le proxy va retourner le vrai objet, et pas le proxy lui-même. Donc on a cassé ce concept d'identité au niveau de la valeur de retour. Et ça crée des vrais problèmes d'identité, justement, c'est-à-dire que tout d'un coup, on peut se retrouver à manipuler deux entity managers qui sont les mêmes, parce qu'ils ont le même état, ils sont synchronisés forcément, puisque tout est transféré de l'un vers l'autre, mais ils ne sont pas les mêmes, parce que si on les compare, ce n'est pas la même chose. Ce sont deux objets différents.
Et ça crée des problèmes quand l'identité est essentielle pour représenter les objets. Typiquement, les entités doctrines, qui sont des value objects, ils sont identifiés par leur identité objet. Donc on ne peut pas appliquer cette stratégie sur les entités doctrines. Dans Symfony, vous pouvez récupérer des objets comme ça et vous pouvez demander à l'injecteur de dépendance de vous générer le proxy pour vous en utilisant par exemple l'attribut autoconfigure, lazyTrue. Et votre classe étant déclarée comme ça, l'entity manager, le container va générer le proxy pour vous. Voilà. Ça marche aussi avec les interfaces. Si vous faites lazy et vous spécifiez l'interface sur laquelle le proxy doit se baser, la génération du proxy doit se baser, bah, en faisant ça, c'est bon, ça suffit. Symfony va générer le proxy décorateur. C'est cool. Ça évite d'avoir à le faire. Parce qu'il faut décorer chaque méthode. Hein. Vous prenez une interface, vous prenez une classe, et puis chaque méthode, il faut la réimplémenter avec le petit if, et puis l'appel de transfert, etc. Donc c'est rébarbatif à maintenir, vous rajoutez une interface ou une méthode dans votre vraie implémentation, vous n'avez pas envie de maintenir en plus le proxy, ça fait plus de boulot. Donc l'automatisation est indispensable sur ces sujets. Et enfin, le dernier type, les objets fantômes. Alors, les objets fantômes, c'est des objets qui vont démarrer complètement vides. On va les instancier sans appeler leur constructeur. Ça marche, on peut le faire dans beaucoup de techno, beaucoup de langages de programmation, tous, on va dire. Et ensuite, on se débrouille pour avoir un système qui permet de détecter qu'on en a besoin de leur état, et donc qu'on a besoin de les initialiser. Et au moment où ça arrive, on les initialise. Il n'y a pas deux objets, il n'y en a qu'un. C'est le ghost object qui devient l'objet réel au moment où il y en a besoin, ou en tout cas qui récupère l'état de l'objet réel. Par exemple, comment on fait ça en PHP? C'est la question. Si vous deviez l'implémenter, comment on fait ça en PHP? C'est pas forcément évident. On parle d'état. Donc pour faire évoluer l'état d'un objet, il faut modifier ses propriétés. Et donc en PHP, pour modifier les propriétés, ou pour plutôt contrôler, monitorer, j'arrive pas à avoir le mot en français, pourtant objet paresseux, mais je n'ai pas réussi à pousser le truc jusqu'au bout, de faire que les talks en français, ça c'est trop difficile. Ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser les méthodes magiques de PHP. Et pour utiliser les méthodes magiques de PHP, alors évidemment, le constructeur, lui, a besoin d'un initialiseur, qui est le truc qui saura comment hydrater notre objet. Mais ce qui est très important, c'est que au moment où on crée notre objet, on unset toutes les propriétés. Celles qui sont déclarées en particulier, et même uniquement elles. On fait unset this, et pour toutes les propriétés, on fait cet unset-là. Et là, on n'est pas dans un domaine de l'API orienté objet, parce qu'on est sur vraiment du détail d'implémentation. On active un comportement du moteur PHP qui est d'appeler les méthodes magiques, même pour les propriétés déclarées. Les méthodes magiques, vous savez, c'est les fonctions _get, _set, unset, isset, c'est les 4, qui permettent de manipuler les propriétés. Et donc, à partir du moment où on a fait ça, tous les accès aux propriétés vont déclencher l'appel à la méthode magique get et aux autres en fonction des situations. Et là, on va mettre la logique d'initialisation paresseuse. D'accord? Donc la logique, bah, ça va être de dire on initialise tout, j'ai pas mis le code, et ensuite, eh ben, on transfère, enfin, on retourne tout simplement la valeur de la propriété. Si c'est get Toto parce que vous voulez accéder à la propriété de Toto, vous appelez la closure, vous passez au constructeur, dont le job c'est de créer la propriété Toto et return this Toto, terminé. La deuxième fois que vous allez accéder à une propriété n'importe laquelle, elle sera définie et donc on ne va pas passer par les méthodes magiques. OK? Alors évidemment, l'implémentation est un peu plus longue que ce commentaire parce qu'il va falloir accéder aux propriétés privées, protégées, read-only. Il va falloir instancier tout ça, assigner tout ça. Et donc, il y a pas mal de réflexion qui est impliquée pour aller
injecter les bonnes valeurs aux bons endroits, dans les bonnes propriétés. Mais bon, voilà. En tout cas, il y a une version générique de ce concept qui est possible d'implémenter et qui est implémenté en fait pour vous. Si vous utilisez le composant var exporter de Symfony, il y a un trait qui permet de rajouter les méthodes magiques qui font le job. C'est ce qui est utilisé dans Doctrine depuis 1 an, 2 ans. C'est assez récent, mais il y avait quelque chose qui était très comparable avant. Donc conceptuellement, c'est là depuis les débuts de Doctrine. Vous savez que dans Doctrine, vous pouvez récupérer des entités qui sont des références, des proxys, donc en fait qui sont des entités qui n'ont pas encore leurs données. Et si vous y accédez, alors Doctrine va faire un aller-retour avec la base de données pour remplir les propriétés de votre entité, d'accord? L'implémentation est basée sur le trait et sur les ghosts. Donc là, on fait use lazy ghost trait. Si vous regardez dans vos applications qui utilisent Doctrine, vous verrez, vous pouvez faire un grep sur n'importe quoi là-dedans, le commentaire inclus, mais lazy ghost trait surtout. Vous verrez que c'est vraiment comme ça que c'est implémenté. Alors, le récap là-dessus, c'est que, comme pour les virtual proxy, personne n'est au courant du concept de laziness. Vous n'écrivez pas vos entités en ayant conscience du fait qu'elles seront lazy plus tard. Le seul truc que vous ne pouvez pas faire, c'est les rendre finales. Parce que l'implémentation a besoin de l'héritage pour injecter les méthodes magiques dont on a parlé. C'est la seule façon de rajouter des méthodes à une classe. Mais ce n'est pas très grave. Et évidemment, les parties qui vont consommer les entités n'ont pas à savoir si elles sont initialisées ou pas. C'est toute la magie de Doctrine à cet endroit-là. Donc ça ne marche pas avec les classes finales, je viens de vous dire pourquoi. Ça marche avec les méthodes finales. Alors ça, c'est plutôt anecdotique. Ça marche avec les méthodes finales parce que tout ce dont on a besoin, c'est d'injecter des méthodes magiques. Les méthodes, les autres, on n'y touche pas. Donc comme on ne les spécialise pas, bah, si elles sont finales, c'est pas grave, ça marche quand même. Et ça ne crée pas de problème d'identité. Et c'est là le truc distinctif des ghost objects, c'est que si vous avez une méthode qui return this, bah, c'est le proxy, enfin c'est le ghost plutôt, donc c'est le vrai objet, parce qu'il n'y en a qu'un. Et ça, c'est un vrai avantage. Pour les entités, c'est pour ça que ça fonctionne. OK? Alors, maintenant, on va rentrer un tout petit peu plus dans des implémentations. Je n'ai pas du tout de notion du temps, donc... Il y a une autre implémentation, et là on est en PHP, vraiment spécifique, même s'il y avait un peu de PHP sur les slides d'avant, des virtual state proxy. Et un virtual state proxy, c'est que au lieu de un virtual proxy, vous vous souvenez, on décore les méthodes et on transfère les appels de méthode à l'objet réel. Ici, on va transférer l'état, ou on va transférer les accès à l'état. L'état, c'est les propriétés. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intercepter tous les accès et les transférer en temps réel à l'objet réel. On a un proxy qui, comme les ghosts, intercepte les propriétés. L'implémentation, ça va être quelque chose comme ça. On prend un entity manager, virtual entity manager, qui étend le vrai. Il y a le vrai, donc, toujours cette propriété. Son initialiseur qui va être capable de générer le vrai entity manager. On fait pareil que tout à l'heure. On unset toutes les propriétés de notre objet. Autrement dit, on active les méthodes magiques. Et les méthodes magiques, elles, on rajoute cette petite logique d'initialisation en disant est-ce que mon initialiseur a été appelé ou pas. Sinon, pas encore, on l'appelle. Donc on crée l'objet Entity Manager, le vrai. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Quand on accède à la propriété Toto sur le proxy, on retourne la propriété Toto sur le vrai. Et on fait ça pour tous les accès aux propriétés. Les lectures, mais aussi les écritures. Et aussi les checks isSet et aussi les unset. D'accord? Donc comme ça, on a un état qui est complètement synchronisé. Le proxy a forcément le même état que le vrai, puisqu'il n'y a qu'un seul endroit où l'état est persisté, c'est dans le vrai objet. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça?
Alors, même principe ici, personne n'a connaissance du concept de laziness. D'accord? J'ai écrit ma classe sans savoir qu'elle était lazy, je consomme ma classe sans savoir qu'elle est lazy. Ça ne marche pas avec les classes finales, parce que là, je n'ai pas d'interface, il faut que j'accède aux propriétés. Et les propriétés, ce n'est pas dans les interfaces. Ça marche avec les méthodes finales, parce que les méthodes finales, je ne les ai pas décorées. Comme pour les Ghost Objects, je les ai laissées tranquilles. La seule chose que j'ai branchée, c'est des méthodes magiques. Et c'est là qu'est la différence sur le dernier point, c'est que ça ne crée pas de problème d'identité. Parce que si vous avez une méthode qui return this, eh bien l'implémentation de la méthode, elle sera portée sur le proxy. Et donc le this, ça sera le proxy. Ça a un défaut, vous l'avez peut-être compris déjà. C'est quoi? C'est que ça va être lent. Parce qu'on vient de remplacer un accès à une propriété qui est quelque chose, on pense que c'est rapide d'accéder à une propriété. Quand vous faites this ID, vous ne vous dites pas qu'il y a des indirections qui peuvent intervenir à cet endroit-là. En réalité, avec cette stratégie-là, on a remplacé les accès à des propriétés par des appels à des méthodes magiques. Pour 100% des accès aux propriétés, lecture, écriture. Donc évidemment, ça peut avoir un coût significatif de performance. D'accord? Donc voilà, on ne peut pas tout avoir, en tout cas aujourd'hui. Cette stratégie-là est aussi disponible dans Symfony. Vous l'utilisez sans le savoir quand vous utilisez certains types de services lazy. Les services, en général, on n'a pas de problème de performance parce qu'on n'accède pas à haute fréquence aux propriétés d'un service. Évidemment, vous pouvez sûrement me trouver des cas où ça sera le cas, mais peut-être que ce ne sera pas un service lazy. Enfin, en gros, jusqu'à maintenant, personne ne m'a dit qu'il avait identifié un problème de performance en lien avec ça. Et si quelqu'un me le disait, je lui dirais de se mettre à jour et d'utiliser PHP 8.4, parce que j'espère que ça ne sera pas avant le mois de décembre, que ce bug me sera éventuellement remonté. Et au mois de décembre, il y aura PHP 8.4, et dans PHP 8.4, tout ce que je vous ai raconté, et en particulier les Virtual State Proxy, ils seront natifs. On pourra nativement faire ce transfert d'accès grâce à l'API qu'on a rajouté. Donc c'est quelque chose que j'ai réalisé avec Arnaud Leblanc, qui est un contributeur payé par la fondation PHP et qui fait du code C. Et moi, je lui ai fait en gros des specs. Et puis j'ai validé son travail. On a beaucoup discuté sur l'API. On a aussi soumis ça à la liste PHP Internals, qui a secoué le truc dans tous les sens, qui nous a fait changer des choses, et qui fait qu'au final, on s'est mis d'accord. Et on a eu une implémentation qui est capable maintenant de nous permettre facilement d'avoir des objets lazy en PHP. Alors, je vous raconte un tout petit peu comment ça marche. Les objets lazy, ce n'est pas des choses qui vont modifier l'API de vos objets. C'est des choses qui vont modifier le comportement des objets. Et comportement veut dire réflexion. Il n'y a pas de nouvelle interface. Alors, dans la réflexion, on a rajouté ces quelques méthodes. Il y en a d'autres. J'ai quelques autres slides après pour vous les lister. Première méthode, donc on est sur réflexion classe. Donc, vous créez une instance de réflexion classe, de la classe que vous voulez rendre lazy, ou plutôt dont vous voulez une instance lazy. Et là, vous pouvez créer des nouvelles instances, soit des lazy ghosts, soit des lazy virtual state proxy. On a raccourci ça, on a appelé ça des lazy proxy. Donc lazy ghost, vous vous souvenez, hein, un seul objet, lazy proxy, deux objets, et un transfert de tous les accès aux propriétés sur le vrai objet. Donc en fonction du type d'initialisation, vous allez choisir l'un ou l'autre. Parce qu'une grosse différence entre, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais une grosse différence entre les ghosts et les proxys, c'est que les ghosts, on les initialise comment dire? Il faut avoir l'instance pour l'initialiser. On initialise l'instance en propre. Et ça ne marche pas avec les factories. Si vous avez un service qui est initialisé par une factory, la factory va vous retourner une nouvelle instance. Donc il n'est pas possible, quand on a une factory, d'avoir d'abord un objet vide, puis de remplir son état, c'est-à-dire toutes ses propriétés, à partir d'un objet que la factory aurait retourné. Parce qu'à un moment, on a deux objets, et comment on fait la réconciliation entre les deux? À un moment, on s'est posé la question, on s'est dit, ah bah, c'est pas compliqué,
On a un objet vide au début, on a une factory qui nous retourne un objet du même type, on va prendre toutes les propriétés de lui et on va les copier dans l'autre. Et du coup, on aura initialisé notre objet. OK? Ça pourrait fonctionner comme ça. Malheureusement, dans la vraie vie, les objets ont des références circulaires, et donc cet objet-là, il se référence lui-même, peut-être. Et comme il se référence lui-même, si on s'amuse à copier toutes les propriétés de lui dans notre proxy, eh ben on se retrouve à avoir le proxy qui a des références non plus à lui-même, conceptuellement c'est ce qui devrait se passer, mais à cet autre objet qui fait sa petite boucle dans son coin. Et donc là, on crée des graphes de dépendance que je préfère pas débugger, en gros. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a deux types de stratégies, et avec les deux stratégies, on est obligé de jongler entre l'une ou l'autre en fonction de la façon dont on va les initialiser. Alors, je vous ai parlé du reset en intro. Il se trouve que bah, justement, c'est très facile de reset un objet. Donc, si vous avez un objet, vous pouvez le vider et lui associer un initialiseur avec les méthodes reset as lazy, ghost et lazy proxy. Ça marche avec n'importe quel objet. Il n'a pas besoin d'être déjà lazy. Vous prenez un de vos objets, vous le passez à ça, vous lui dites non, maintenant tu oublies tout, et voilà l'initialiseur à brancher dessus pour la prochaine fois où il faudra y accéder. On va s'en servir pour Doctrine, hein, évidemment, de ces méthodes. Et puis une fois que vous avez un objet lazy, bah, il va falloir pouvoir le manipuler. Donc on va lui demander une initialisation maintenant. Ça, c'est pour court-circuiter le mécanisme de laziness, parce que dans certains cas, on sait que on l'a initialisé un objet de façon paresseuse, mais parce qu'il s'est passé des choses entre-temps dans l'application, on veut l'initialiser maintenant sans avoir à attendre la laziness. Le cas, c'est Doctrine. Je vais le citer souvent, parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'utilisation de ce concept-là. Vous avez Doctrine, vous récupérez une référence vers un objet qui est encore dans votre base de données. Donc l'initialiseur, c'est une requête SQL en attente. D'accord? J'en ai parlé tout à l'heure. Et puis plus tard dans votre code, vous faites une boucle avec un select qui va retourner plusieurs lignes. Et il se trouve qu'une de ces lignes est justement l'objet que vous avez créé tout à l'heure, ou plutôt l'état de l'objet qui est déjà créé. Donc à ce moment-là, vous récupérez la donnée de la base de données et vous dites « Ah, mais je ne vais pas créer un objet lazy, je l'ai la donnée. Par contre, j'ai déjà un objet lazy qui est en attente de requête SQL. Donc on va supprimer cet initialiseur et injecter l'état qu'on vient de récupérer depuis la base. Donc pour faire ça, on va dire « Ok, tu t'initialises. Alors, en l'occurrence, je vous raconte un truc. Cette histoire-là, elle marche avec la troisième méthode. Je m'en mêle un peu les pinceaux des fois. Mark lazy object as initialized, parce qu'en fait, on veut l'initialiser, sans appeler l'initialiseur dans mon cas. Donc voilà, ça c'est le cas de la troisième méthode. Et après, is initialized lazy object pour checker, et get lazy initializer, ça c'est pour récupérer la fonction d'initialisation, éventuellement si on a besoin. Alors, une fois qu'on a les objets, lazy, il y a les propriétés. Et là, pareil, dans Doctrine, on va avoir besoin de manipuler différemment les propriétés. Il y a des propriétés dont on veut qu'elles déclenchent la laziness, et il y en a d'autres, non. L'exemple, Doctrine, c'est l'ID. L'ID d'une entité, vous le connaissez à sa création. Donc l'ID d'une entité, ça n'est pas une propriété lazy. Donc il y en a une qui est particulière, c'est cet ID. Et donc, comme ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, ça consiste à activer la laziness sur 100% des propriétés, on a besoin d'un mécanisme pour dire non, 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 pas pour l'ID. Et donc là, voilà, ce sont les deux façons de faire. Une qui consiste à dire skip lazy initialization pour la propriété courante. Donc ça dit non, celle-là, elle ne déclenche pas l'initialisation. Et l'autre, ça consiste à dire voilà la valeur, je la connais maintenant. Et souviens-toi de cette valeur-là, mets-la dans le champ ID de l'objet, sans déclencher la séquence d'initialisation. OK? Voilà, ça c'est le petit récap sur les objets lazy. Donc, personne n'est au courant, comme pour les cas précédents, de la laziness. Ça marche avec les classes finales. Ça c'est cool. On a injecté un comportement, on n'a pas besoin d'utiliser l'héritage parce qu'on est dans l'engine, et dans l'engine on fait ce qu'on veut. Et donc on rajoute des comportements grâce à ces méthodes, et ça marche avec les classes finales. Donc ça c'est cool, ça veut dire que peut-être que vous pourrez rendre vos entités finales
Je ne suis pas sûr que ça soit utile, mais en tout cas, ça sera possible. À vous de dire ensuite à quel endroit c'est utile. Du coup, ça marche avec les API Fluent, puisque je vous ai raconté que les Virtual State Proxy permettaient de régler les return this, les ghosts n'ont pas le problème, donc en gros, le problème a disparu. Et puis, c'est rapide, parce que c'est au niveau du moteur qu'on a transformé les accès aux propriétés et donc le transfert sur l'instance réelle. Et donc, ça va très vite. On est en C, on n'a pas de problème de performance. Voilà. Petit récap. Petit récap. Je vous ai parlé d'un mécanisme assez bas niveau dans le moteur. Quand je dis bas niveau, ça veut dire que je ne suis pas sûr que vous en ayez besoin directement dans vos applications. Vous n'allez pas concevoir un truc tout de suite demain, basé là-dessus, pour résoudre un problème métier. Par contre, vous allez utiliser des librairies qui, elles, vont utiliser ça. Vous allez peut-être écrire des librairies qui vont utiliser ces mécanismes pour fournir ensuite le style de comportement que vous voulez implémenter. Donc j'en ai parlé pour Doctrine, vous avez compris, j'en ai parlé pour Symfony, pour les services lazy. Je sais j'étais en train de relire une pull request tout à l'heure avec Mathias. Lui, il a un parseur JSON, et son parseur JSON, il ne crée les objets, il ne lit le JSON, il ne décode le JSON que si vous accédez à l'objet qui le représente. Et ça, c'est pratique. Ça fait qu'on a des objets qui sont des vrais objets PHP, mais en interne, il y a un initialiseur qui n'a qu'un début et une fin dans une chaîne de caractères, qui en gros correspondent aux accolades et qui définissent l'état de l'objet. Et cette chaîne de caractères n'est analysée que si vous accédez à l'objet lui-même. Donc ça permet de faire du batch processing et de faire moins de boulot s'il n'y en a pas vraiment besoin. Il y a peut-être d'autres use cases, je serais très heureux d'en discuter avec vous. Jusqu'à maintenant, les objets paresseux existent depuis un moment, grâce à var exporter, grâce à proxy manager avant. Là maintenant, ça va être beaucoup plus facile de les utiliser, donc peut-être qu'il y aura beaucoup plus de cas d'utilisation. Je serais très heureux d'en entendre parler, donc venez me voir si c'est le cas. Et j'ai fini. Merci beaucoup. Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On va passer parmi vous. Vous passez un micro. Ouais, merci Nicolas, c'est très intéressant. Tu dis souvent que les consommateurs ne sont pas au courant que les objets sont lazy, Ouais. mais dans le constructeur, on passe quand même la closure d'initialisation. Ouais, mais quand je parle du consommateur, c'est qu'on lui passe déjà l'objet instancié. D'accord, ok. Oui, Voilà. tu considères qu'il y a Doctrine qui a déjà fait le boulot. Ouais, par voilà, exemple. c'est ça, Doctrine Ok. ou Symfony si c'est un service ou ce genre de choses. Ok. Tout ce qui est création de l'objet, je considère que ça ne fait pas partie du cycle. Ouais, ça marche. Il y a un truc où j'ai tort, c'est la gestion des exceptions pendant l'initialisation, puisque ça, on l'a reporté à plus tard, et donc éventuellement, ça peut arriver au moment où on utilise l'objet. C'est la seule différence de comportement observable, ou la principale. Merci pour la présentation. Comment ça se passe dans la réflexion classe, la fonction initialiseur, en fait, elle ressemble à quoi? Parce que du coup, on initialise un objet, comment, enfin, en termes de typage, comment on remplit les propriétés? Est-ce qu'on a accès à $10? Est-ce qu'elle est spéciale, cette fonction, en fait, ou pas? Ouais, bien sûr. Donc il y a deux styles, le style Ghost, le style Proxy. Le style Ghost, on lui passe l'objet à hydrater en argument. Et donc il faut modifier l'état. Donc on ne retourne rien. Donc le job, c'est de faire des this, flèches, totaux, et d'injecter chacune des propriétés les unes après les autres. Donc ça, c'est pour les ghosts. Et on va utiliser certainement un peu de réflexion, parce que si on veut setter une propriété privée depuis cette closure, il va falloir faire un petit peu de tripatouille. Voilà, ça c'est pour les ghosts. Et pour les proxys, on va retourner l'instance réelle. En vrai, l'argument va être, on va recevoir le proxy en argument, et on doit retourner un autre objet, qu'est-ce que la factory va retourner. Bonjour. Bonjour. J'ai pas compris pourquoi la méthode qui force l'initialisation dans la fashion class, elle prend un objet en argument. Ah, c'est une bonne question. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles on veut rendre lazy un objet qu'on a créé juste avant. C'est pour ça. Et le cas typique,
c'est un objet qui veut se rendre lazy lui-même. C'est-à-dire que là, vous êtes dans le cas où vous êtes l'auteur du code et dans le constructeur, et vous voulez gérer la laziness grâce à ce mécanisme. Et donc, dans le constructeur, vous allez faire un appel pour rendre this, qui vient tout juste d'être créé, lazy lui-même. Et donc, c'est ce this que vous allez passer en argument pour l'instance. Merci beaucoup.